Écoutez, dans l'histoire de la médecine et de la psychologie, on a pris l'habitude de classer nos erreurs de jugement comme de simples défaillances, des bugs du cerveau en somme. Mais pour vous, futurs médecins ou soignants en exercice, qui vous reposez chaque jour sur une rigueur analytique absolue, il est grand temps de revoir cette copie. Bienvenue dans ce décryptage clinique consacré à la physiologie du raisonnement. Aujourd'hui, on ne va pas voir notre cerveau comme un système bancal, non, on va l'analyser pour ce qu'il est vraiment, une structure anatomique métaboliquement optimisée. Il faut vraiment qu'on déconstruise cette vieille croyance profane qui voudrait que les biais cognitifs soient des défauts de fabrication de notre matière grise. C'est un raccourci scientifiquement insoutenable. Quand votre cerveau produit une erreur de jugement, il n'est absolument pas défectueux. En fait, il fait exactement l'inverse. Il exécute des protocoles d'automatisation ultra adaptatifs. Ce sont des mécanismes de survie littéralement forgés par l'évolution que tout bon diagnosticien se doit de comprendre intimement. Alors voici notre feuille de route pour cette analyse. D'abord, on abordera le mythe du cerveau défectueux. Ensuite, on passera au goulet d'étranglement métabolique. Puis, on explorera l'architecture à double système. On enchaînera avec l'ingénierie de ces fameux biais et on terminera logiquement par les thérapeutiques et la remédiation cognitive. Allez, c'est parti. Commençons tout de suite par la première section, le mythe du cerveau défectueux et ce véritable changement de paradigme en médecine cognitive. Le point absolument crucial ici, c'est de jeter à la poubelle cette vision péjorative de notre irrationalité. Si vous voulez comprendre pourquoi un diagnostic clinique peut être biaisé ou pourquoi une décision médicale nous paraît soudainement totalement illogique, il faut se pencher sur les contraintes structurelles strictes de notre système nerveux central. L'erreur n'est pas un petit échec fortuit, c'est tout simplement le résultat prévisible d'un organe qui essaie désespérément de gérer une surcharge massive d'informations avec très très peu de ressources. Ce qui nous amène à notre deuxième point de vue anatomique, le goulet d'étranglement métabolique au niveau de notre mémoire de travail. Il faut savoir que tout votre traitement analytique délibéré se passe dans ce qu'on appelle la mémoire de travail. Pensez-y vraiment comme à une interface physiologique, le lieu même de votre traitement cognitif actif. Le problème, c'est que cette interface souffre de déficits cliniques majeurs. Sa durée de rétention est incroyablement brève, et essayer de l'agrandir par l'entraînement est physiologiquement très difficile. C'est une structure qui tourne constamment sous très haute tension métabolique. Et il y a un chiffre historique fascinant qui illustre parfaitement ça, le chiffre 7. Les pionniers de la psychologie cognitive ont évalué la capacité maximale de cette mémoire de travail à environ 7 éléments. C'est le nombre maximum de données isolées que votre cerveau peut manipuler en même temps avant que l'épuisement physiologique total ne frappe. Et la symptomatologie de cet encombrement est absolue. Dès que vous franchissez cette limite métabolique, c'est le blackout, un effondrement immédiat du raisonnement complexe et du calcul mental. On observe couramment ça dans les environnements médicaux sous haute pression comme aux urgences. L'afflux soudain d'informations va littéralement paralyser la capacité d'analyse délibérée du praticien. Voyons donc la parade évolutive dans notre section 3, l'architecture à double système et ses réseaux de survie. L'élégance de cette solution évolutive est frappante. Face au flux constant d'informations, l'architecture de notre cognition s'est divisée en deux réseaux à la fois antagonistes et complémentaires. D'un côté, on a le système 2. C'est votre raisonnement lent, analytique, très conscient. Mais il coûte une fortune en énergie métabolique et monopolise le cortex préfrontal. Les IRM fonctionnels le montrent bien, l'utiliser exige une énorme consommation d'oxygène dans le lobe frontal tout en coupant presque l'activité des aires sensorielles. A l'inverse, vous avez le système 1, le réseau de survie. Subconscient, fulgurant, sans le moindre effort, et pour cause, il court-circuite totalement la mémoire de travail. Pendant des décennies, on se basait sur un modèle séquentiel qui est aujourd'hui complètement obsolète. On imaginait qu'il y avait un petit contrôleur interne qui éteignait le système 1 pour allumer le système 2. Faux. Les études modernes réfutent catégoriquement ça. L'architecture fonctionne en parallèle. Votre cerveau génère en fait plein d'intuitions en même temps. Et le plus fou, c'est qu'avec un bon apprentissage clinique, une logique abstraite peut carrément s'automatiser pour devenir un réflexe du système 1, épargnant ainsi vos précieuses réserves métaboliques. On arrive à la section 4, une de mes préférées, l'ingénierie des biais cognitifs et la symptomatologie de ces heuristiques. En réalité, les biais ne sont que les symptômes prévisibles d'une hypertrophie de ce système 1. Prenez le fameux biais de confirmation. La célèbre tâche de sélection des cartes de Watson le démontre parfaitement. Face à une surcharge, le cerveau installe un filtre attentionnel. Il va systématiquement chercher à valider ce qu'il croit déjà et se rend aveugle aux preuves contraires. En clinique, c'est exactement ce qui déclenche le raisonnement motivé, où la perception même du soignant est altérée pour ne retenir que les symptômes qui confirment son tout premier diagnostic. L'histoire nous prouve aussi que notre système 1 est absolument nul en statistique.
À cause du biais de représentativité, on a tendance à ignorer les probabilités de base pour se jeter sur des profils stéréotypés. Pire encore, l'effet de cadrage fait totalement exploser notre rationalité. Une même intervention médicale n'aura pas du tout le même impact si on vous la présente avec un taux de survie plutôt qu'un taux de mortalité. Ça inverse complètement l'aversion au risque du médecin ou du patient. Une petite manipulation sémantique et la logique mathématique s'évapore. Ce qui nous amène tout naturellement à notre dernière partie, les thérapeutiques et la remédiation cognitive pour pallier ces failles. La médecine cognitive contemporaine a identifié 4 grandes approches thérapeutiques fondées sur des preuves. Le but, imposer des contraintes mécaniques à notre architecture neurale pour forcer le recrutement de ce fameux système 2. Voyons le détail de ces interventions. La première approche est vraiment fascinante, c'est la friction linguistique. Le simple fait de devoir résoudre un problème complexe dans une langue étrangère va dissiper des biais massifs comme l'effet de cadrage. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'effort purement mécanique d'encodage et de traduction arrache le cerveau à ses raccourcis métaboliques. Ça coupe les ancrages émotionnels et ça oblige le système 2 à prendre le relais. Ensuite, on a l'inoculation psychologique. Ça marche exactement sur le même principe qu'un vaccin en immunologie. En exposant l'esprit de manière préventive aux mécanismes de création de fausses informations, par exemple en vous demandant de générer activement un faux raisonnement clinique, on crée une véritable résistance cognitive. Votre architecture neurale s'entraîne à repérer la pathologie de l'information et vos capacités de discrimination futures s'en trouvent grandement améliorées. Et ça amène à la dimension collective. C'est l'hypothèse sociale du raisonnement d'Hugo Mercier. Pensez-y, notre évolution n'a pas du tout conçu notre cerveau pour faire du calcul tout seul dans notre coin. Quand on est isolé, la performance s'effondre systématiquement sous le poids du biais de confirmation. Non, notre esprit a évolué pour le débat en tribu et pour détecter les menteurs. C'est pour ça que la confrontation d'idées en petits groupes, exactement comme on le fait pendant les staffs hospitaliers, annule mécaniquement ces biais individuels. C'est de là qu'émerge statistiquement la bonne solution clinique. Enfin, la thérapeutique de terrain la plus directe, le ralentissement actif. S'imposer un petit délai métabolique, même quelques microsecondes, pour bien focaliser son attention sur une donnée. C'est l'intervention absolument indispensable pour s'extraire de l'impulsion du système 1 et éviter qu'une petite erreur d'analyse au départ ne se propage dans tout le processus de soin. Au bout du compte, maîtriser cette physiologie de la cognition n'a rien d'une théorie abstraite. La véritable expertise de votre métier réside dans la reconnaissance de ces fameux protocoles métaboliquement optimisés qui tournent en tâche de fond de chacun de vos diagnostics. Comprendre en profondeur cette architecture à double système et l'ingénierie de ces heuristiques constitue, sans équivoque, l'outil prophylactique le plus puissant de la pratique médicale moderne pour garantir l'intégrité absolue du raisonnement clinique.